C'est l'arme préférée des multinationales, le traité sur la charte de l'énergie, ou TCE. Un traité un peu obscur et inconnu, alors qu'il est un obstacle majeur à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce traité permet aux entreprises et investisseurs dans les énergies fossiles de poursuivre les États et leur réclamer des milliards d'euros s'ils prennent des mesures en faveur du climat. C'est l'accord international qui suscite le plus de plaintes en arbitrage dans le monde. En bref, ce traité protège les grands pollueurs et offre une assurance vie aux géants de l'énergie fossile. Et pourtant, personne n'en parle. L'urgence à agir pour éviter une catastrophe climatique est de plus en plus pressante. Et pourtant, le TCE permet aux industries des énergies fossiles de ralentir ou même d'empêcher les politiques climatiques et de transition énergétique. Il protège les investissements étrangers dans les énergies fossiles. Et l'Union européenne ou encore la France en sont membres. Si bien que les contribuables européens en sont les principales victimes. Pour compenser les pertes de profit des industries pétrolières, gazières et du charbon face aux mesures climatiques passées par les pays européens, les Européens pourraient être contraints de payer jusqu'à plusieurs milliards d'euros. Dans les années à venir, cette épée de Damoclès pourrait empêcher les États d'adopter des politiques environnementales ambitieuses. Et certains ont déjà été pénalisés pour leur politique écologique. Alors, qu'est-ce que le TCE exactement ? Pourquoi est-il encore en vigueur aujourd'hui ? Et comment arrêter cette absurdité ? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Yamina Saeb, autrice du GIEC. Yamina Saeb, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Merci à vous pour l'invitation. Alors, vous êtes experte des politiques énergétiques, économiste, ingénieure, et vous faites partie des experts du GIEC. Vous êtes co-autrice du volet 3 du 6e rapport sur les solutions contre le réchauffement climatique. Et vous êtes en campagne depuis 2019 contre le TCE, donc le traité sur la charte de l'énergie, que vous dénoncez comme une menace pour la poursuite des objectifs climatiques de l'Union européenne. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les origines de ce traité sur la charte de l'énergie qui, selon en fait de nombreuses personnalités, les ONG, mais aussi des scientifiques, freinent la transition énergétique en protégeant les investisseurs des énergies fossiles. Alors, ce traité a vu le jour au moment de la fin de l'Union soviétique, début des années 90. Il avait 3 objectifs en théorie. Le premier objectif, c'est d'éliminer les divisions politiques entre l'Est et l'Ouest, sachant qu'à cette époque-là, l'Union européenne, c'était principalement des pays de l'Ouest, on n'était que 15 à ce moment-là. L'autre objectif, c'était bien sûr, mais en vérité, c'est ça l'objectif premier, c'est de garantir la sécurité énergétique de l'Union européenne, sachant que nous sommes dépendants énergétiquement. À cette époque-là, je ne pense pas que les gens qui ont conçu ce traité, savaient qu'en vérité, nos énergies venaient de ce qui est aujourd'hui la Russie, parce que au moment avant cela, on avait des données pour l'Union soviétique et on ne savait pas nécessairement d'où elles venaient, de quelle partie de la Russie, de quelle partie de l'Union soviétique. Il se trouve que c'est principalement la Russie et pas les autres républiques qui ont émergé. Et puis après, assurer les investissements économiques dans le secteur de l'énergie, dans les pays et les républiques issues de l'ancienne Union soviétique. En vérité, le traité, il a échoué surtout sur les 3 volets principaux. Donc, le traité a été ratifié dans fin des années 90. Aujourd'hui, il regroupe 53 pays, dont tous les pays de l'Union européenne, sauf l'Italie qui s'est retirée en 2016, et l'Union européenne. Donc, nous, on est signataires 2 fois, en fait. On est signataires en tant que France et en tant qu'Union européenne. Et puis après, tous les pays de l'Europe de l'Est, les pays voisins à l'Est, mais qui ne font pas partie de l'Union européenne, les pays d'Asie centrale et le Japon. La Russie a été signataire du traité, mais elle ne l'a jamais ratifié, et ça, c'est une grande différence, jusqu'en 2009. Ensuite, en 2009, la Russie s'est retirée du traité. Donc, en vérité, à partir de 2009, la raison d'être de ce traité-là était morte. Mais, alors, une fois cette raison d'être-là partie, donc les parties prenantes du traité ont décidé, se sont mises à rechercher d'autres pays pour remplacer la Russie, et chose très intéressante, remplacer la Russie par des pays qui ont des réserves d'énergie fossile aussi importantes que la Russie. En fait, on se retrouve typiquement dans le débat que l'on a aujourd'hui, mais il y a très peu de gens qui font le parallèle, le remplacement de la Russie comme fournisseur principal d'énergie fossile à l'Union européenne par d'autres pays. Donc, l'un des objectifs de
de tous ces débats-là depuis 2009 a été d'étendre le traité, principalement, comme il est sous influence principalement européenne. Donc là où on est influent, c'est bien sûr l'Afrique. Donc on vise sans relâche l'Afrique depuis 2009. Fort heureusement, aucun pays d'Afrique n'a réussi à rejoindre jusqu'à présent le traité, parce que pour rejoindre le traité, il faut aligner les lois du pays avec les exigences du traité dans une exigence principale qui consiste à permettre aux investisseurs étrangers de vous attaquer en tant que gouvernement, de demander compensation dans des tribunaux d'arbitrage privés si jamais vous faites des changements dans vos lois énergétiques qui vont avoir un impact négatif sur les profits, les revenus de ces compagnies. Et donc, faire cet ajustement-là prend beaucoup de temps, en particulier dans des pays où il n'y a pas beaucoup de compétences techniques au niveau administratif. Et du coup, fort heureusement, il y a cette contrainte-là. Il n'y a aucun pays d'Afrique qui a réussi à rejoindre. Quel est l'intérêt pour un pays aujourd'hui de rejoindre le traité sur la Charte de l'énergie ? Alors, aucun. Mais vraiment aucun. Alors, en 99, on ne le savait pas. En 99, il y avait tous les travaux de l'OCDE et d'autres organisations qui disaient que les accords commerciaux de ce type-là, qui offrent une garantie aux investisseurs étrangers à travers l'arbitrage privé. Et donc, il y avait une hypothèse dans l'air qui n'était pas du tout vérifiée, c'était juste une hypothèse, qu'en signant ce traité, donc vous allez attirer les investisseurs étrangers. Or, aujourd'hui, lorsqu'on regarde les pays qui sont signataires de ce traité, on se rend compte que les pays de l'Union européenne attirent des investisseurs de l'Union européenne, principalement. Il y a quelques investisseurs japonais qui ont un petit peu investi dans les renouvelables, mais c'est tout. 2 ou 3, c'est rien du tout. Et les pays d'Asie centrale, ils investissent entre eux. Et donc, en fait, il n'y a pas eu d'attrait, il n'y a pas eu le flux d'investissement qu'on espérait à l'époque. Donc, aujourd'hui, même l'OCDE remet en question, pose la question, elle ne remet pas encore en question. Dans un working paper de l'OCDE, la question est posée. A-t-on besoin de ce type d'outils pour attirer les investisseurs étrangers? Et la réponse donnée dans ce working paper est non. Et donc, l'attrait des investisseurs étrangers, d'après cette étude de l'OCDE, c'est les infrastructures, les compétences, la stabilité politique, la stabilité économique. Ce sont d'autres éléments qui font qu'on attire les investisseurs étrangers. Donc, il n'y a vraiment aucun intérêt, sauf à vouloir s'étrangler et à vouloir donner sa souveraineté sur les politiques énergétiques à des investisseurs étrangers. Et donc justement, ce qui se joue, c'est que depuis 2011, en fait, ce traité, il est principalement utilisé pour le règlement des litiges qui sont intra-Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quels sont les exemples de litiges qu'il y a eu ces dernières années et qui montrent en fait à quel point ce traité remet en question la souveraineté des États ? Alors, ce traité a d'abord été utilisé par les compagnies de l'Ouest contre les pays de l'Est qui sont aujourd'hui membres de l'Union européenne. Par exemple, EDF l'a utilisé contre la Hongrie, quand la Hongrie a un prix maximum pour l'électricité dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique. Donc, vous voyez, il n'y a aucune éthique. Enfin, pour un investisseur, il n'y a pas d'éthique. Il veut faire autant de profits possible. Ensuite, depuis 2011, comme vous dites, ce traité a été principalement utilisé dans des disputes intra-européennes. Il faut savoir que moi, en tant que Française, si je vais investir en Allemagne, je serai considérée comme un investisseur étranger et je pourrais utiliser ce traité-là contre l'Allemagne, contre le gouvernement allemand. C'est exactement ça qui s'est produit. Donc, ce ne sont pas nécessairement de grandes multinationales, ce sont surtout des fonds d'investissement. Et donc, ces fonds-là ont attaqué, le pays le plus attaqué en Europe, c'est l'Espagne, qui a été, alors au moment de la crise, pourquoi 2011, parce qu'en 2008-2009, il y a eu la crise économique et financière et économique, mais c'était aussi la période pendant laquelle, juste avant la crise, c'était la période pendant laquelle les pays de l'Union ont mis en place des politiques incitatives pour attirer des investisseurs, pour investir dans les renouvelables, par exemple. Donc, le cas espagnol, c'est principalement les cas espagnols, il y en a à peu près une cinquantaine, ce sont principalement des cas liés à des ajustements fait par le gouvernement espagnol au moment de la crise pour réduire les incitations pour des investissements dans les renouvelables. Alors, ce qui s'est passé, c'est que des investisseurs qui sont principalement tous européens, il y a juste 2 cas qui intègrent des investisseurs japonais, ces investisseurs européens sont basés, sans grande surprise, soit
au Luxembourg, soit aux Pays-Bas, soit en Allemagne, 3 pays qui donnent des avantages fiscaux à d'autres Européens pour s'installer chez eux. Et donc, ils attaquent l'Espagne pour demander des compensations, mais de l'ordre de plusieurs milliards d'euros lorsqu'on fait la somme, pour le réajustement qui a été fait suite à la crise financière et économique. Alors ça, c'est un cas. Et justement, les gens qui défendent la continuation du traité utilisent les cas des renouvelables en Espagne pour dire que le traité est nécessaire pour la transition énergétique. Mais en vérité, ce que ça veut dire, c'est que les gouvernements ne peuvent pas faire les ajustements pour lesquels ils ont été élus. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Donc en fait, en faisant partie de ce traité-là, vous donnez le pouvoir politique à des investisseurs étrangers pour décider de vos politiques énergétiques et par conséquent de vos politiques climatiques. C'est là où on est. Alors après, il y a d'autres cas, par exemple, il y a en vérité 4 cas de figure. Donc le cas espagnol, ils font un ajustement, ils sont attaqués directement dans les tribunaux d'arbitrage privé. Ensuite, il y a le cas portugais, qui est moins connu. Donc les Portugais, pareil, les pays du Sud sont les pays qui ont attiré le plus d'investisseurs européens dans les renouvelables pour des raisons évidentes. Et donc le cas portugais, ce qui se passe, c'est que les investisseurs, ça fait partie des règles, avant de vous attaquer, ils vous envoient une lettre vous informant qu'ils vont vous attaquer. Ils ont 3 mois, le gouvernement a 3 mois pour essayer d'éviter d'être attaqué. Donc le gouvernement portugais de l'époque, ce qu'il a fait, il a négocié en amont avec les investisseurs. Le 3e cas possible, c'est le cas français. Les investisseurs, ils agissent en amont, bien en amont. Ils ne vous laissent même pas le temps de faire passer une loi. C'est ce qui s'est passé avec la loi Hulot en France. Donc, au moment de la rédaction de la première version de la loi... Donc, c'est cette loi qui était sur la fin de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures. Exact. Et donc là, on a reçu un courrier qui vient d'une entreprise une entreprise canadienne. Alors, fait important à noter, c'est que le Canada n'est pas signataire du traité. Mais ça n'a aucune importance parce qu'il suffit de se faire domicilier quelque part dans un pays signataire pour que vous puissiez attaquer. Donc, je ne sais pas par où ils nous auraient attaqués, mais ils nous auraient attaqués. Donc, presque n'importe qui, en fait, peut attaquer un État membre du traité aujourd'hui s'il veut mener des politiques climatiques ambitieuses. Alors, ceux qui sont en train de travailler, on reviendra peut-être là-dessus, sur la négociation, la modernisation du traité, vont vous dire qu'on a rajouté des éléments pour que cela ne se produise plus. Mais en fait, le diable est dans le détail. Et un investisseur qui veut, surtout des arbitres, des avocats qui veulent vous attaquer, ils vont trouver le moyen de vous attaquer. Hein. Ça, c'est sûr. En tout cas, en 2017, c'était le cas. Mais je suis sûre que ça va être le cas si jamais le traité est adopté. Et donc, nous, on reçoit un courrier qui rappelle à la France ses obligations sous le traité et qui dit, nous, on a des licences qui vont, je pense, 99 ans, en fait, des licences sur une longue durée pour faire de l'exploration. Si vous mettez ça dans la loi, on va vous attaquer, on va utiliser l'arbitrage privé, ce qui est notre droit, parce que vous êtes signataire de ce traité. Eh bien, cette partie-là de la loi n'est même pas arrivée jusqu'au Parlement, elle a été supprimée bien avant. Donc, vous voyez, ça, c'est un 3e cas. Il y a le 4e cas, c'est le cas allemand. Du moins, pour le moment, ce qu'on sait, parce que ça doit exister ailleurs, mais on ne sait pas tout parce que c'est vraiment pas transparent. Le cas allemand, quand les Allemands ont travaillé sur leur plan de sortie du charbon pour 2038, donc les Allemands, il faut savoir qu'ils ont déjà été attaqués 3 fois, dans 2 fois, par la grande entreprise suédoise très green, très vertueuse, Vattenfall, qui a attaqué l'Allemagne une première fois, c'était pour le charbon, une centrale à charbon que Vattenfall devait installer au nord de l'Allemagne, qui ne correspondait pas aux normes environnementales européennes. Donc, tenez-vous bien, la ville a demandé à Vattenfall de mettre son installation aux normes européennes environnementales, donc votées par tous les pays de l'Union. Et là, ça allait lui coûter trop cher. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont attaqué le gouvernement allemand. Sur la base du traité. Sur la base du traité, bien sûr. Donc ça, c'était une première fois. La deuxième fois, la même entreprise, Vattenfall, attaque l'Allemagne encore une fois en raison de sa sortie du nucléaire, donc les centrales qui devaient fermer plus tôt. L'Allemagne, au total, Vattenfall lui demande dans les 6 milliards d'euros. Et c'est ça qui est hallucinant, c'est que c'est les sommes, en fait, qui sont en jeu. Les sommes sont... Parce que les sommes, c'est pas juste l'investissement que vous avez fait, mais c'est un calcul sur les retours d'investissement potentiels que vous aurez eu avec la durée de vie. Les pertes estimées de ces investisseurs. C'est énorme. Et le calcul est fait par des arbitres, peut-être qu'on reviendra là-dessus, comment fonctionne l'arbitrage. Et donc, du coup, le cas allemand, pour éviter de se faire attaquer encore une fois, dans le cadre de la négociation du plan, de la négociation avec les différentes parties prenantes du plan de sortie du charbon pour 2038, le gouvernement allemand, ils ont négocié avec 2 grandes entreprises qui, éventuellement, auraient pu les attaquer. Il se trouve que l'une d'entre elles, c'est un conglomérat dont un bout est issu, encore une fois, de Vattenfall. On retrouve encore
la même entreprise. Donc, c'est une pratique, si vous voulez. Et là, ils ont négocié avec eux. Si vous ne nous attaquez pas en utilisant le traité, c'est mentionné et c'est devenu public, on vous donne 4 milliards. Donc, dans tous les cas de figure, ils prennent 4 milliards. Donc ça, c'est les 4 cas connus qui se produisent. Après, dans le cas, par exemple, pour l'exploration, il y a le cas italien qui est intéressant aussi, parce que ça rejoint la question de la remise en question de nos démocraties. Donc au sud de l'Italie, les citoyens ont réussi à imposer au gouvernement la fin de l'exploration des énergies fossiles. Il se trouve qu'il y a un conglomérat basé en Grande-Bretagne qui a des licences d'exploration. Donc ça a été validé par le gouvernement, ils ont gagné en justice en plus, par le gouvernement italien, ils ont été attaqués. L'Italie a été attaquée par un investisseur basé en Grande-Bretagne pour la décision de mettre fin à l'exploration des énergies fossiles. Et là, il paraît que ça a repris. Justement, en fait, on se rend bien compte que tout ça est complètement hallucinant à un moment où à la fois l'Agence internationale de l'énergie, à la fois les experts du GIEC dont vous faites partie disent qu'il ne faut plus aucune exploration de nouveaux projets fossiles si on veut arriver à limiter la catastrophe climatique. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mesurer à peu près l'impact de ce traité sur la charte de l'énergie, sur nos émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire en fait toutes les émissions qui n'ont pas pu être empêchées à cause de ce traité? Alors, moi, ce que j'ai calculé en 2019, mais je pense que ce calcul, malheureusement, personne n'est venu me contredire pour ce calcul-là. Oui, parce que c'est un sujet dont on parle quand même très Voilà, peu. parce qu'en fait, c'est un sujet... Moi, je suis expert des politiques énergétiques et climatiques. Et ça, c'est un sujet qui va au-delà de mon domaine d'expertise, donc qui relève des politiques d'investissement et des accords internationaux. Donc, vous voyez, ce sont 2 sphères scientifiques qui ne communiquent pas d'habitude et 2 sphères politiques aussi qui ne communiquent pas d'habitude. Ce traité-là pose un réel problème au niveau des gouvernements. Pourquoi ? Parce que chez nous, par exemple, le négociateur au nom de la France, ils viennent du Trésor, donc ils dépendent de Bercy. La transition suit derrière. Et après, comme c'est un traité international, donc du coup, ça dépend aussi des affaires étrangères ou des affaires européennes, parce que c'est l'Union qui négocie en notre nom. Et donc, vous voyez, le fait que ça soit différentes expertises et différents domaines politiques rend la chose encore plus compliquée, plus complexe en fait. Alors moi, j'ai regardé les émissions de ce traité-là. Moi, quand j'ai découvert ce traité un peu par hasard, parce que ce traité-là, il se trouve que c'est le seul traité international qui intègre un protocole sur l'efficacité énergétique et la réduction de la demande, et qui considère que la réduction de la demande, les économies d'énergie sont une source d'énergie à part entière. Et c'est quelque chose sur laquelle je travaille. Et en même temps, ce traité, on vous le vend comme étant l'outil pour attirer les investissements dans la transition. Donc du coup, je me suis dit, bingo, ça peut aider à la transition. Puis je découvre que ce traité, en fait, les provisions relatives à l'efficacité énergétique, en vérité, elles ne sont pas du tout contraignantes. Les seules provisions qui sont contraignantes, ce sont les provisions relatives à la production, l'exploration, l'extraction de l'énergie. Et donc, finalement, comme aujourd'hui, plus de 99% des investissements dans le secteur de l'énergie sont des investissements dans les énergies fossiles, donc finalement, ce traité-là protège les investissements étrangers dans les énergies fossiles. Moi, ce que j'ai dit, c'est que si vous protégez les investissements étrangers dans les énergies fossiles, ça veut dire que vous protégez les investissements étrangers dans les émissions de carbone. C'est très simple. Et en regardant les émissions protégées à ce jour par le traité jusqu'à fin 2019, on se rend compte que les émissions protégées sont supérieures au budget carbone qui reste à l'Union européenne, qui est resté à l'Union européenne, si on considère un partage équitable du budget carbone de la planète Terre avec les autres pays. Et donc, c'est des émissions, c'est énorme. Et on ne peut pas continuer à protéger les émissions de carbone. Alors justement, face à ça, depuis 2019, à peu près, il y a les alertes ont commencé à peu près à ce moment-là. Il y a eu pas mal de mobilisations, même si en fait, on est très peu au courant, et notamment en France. Mais il y a eu une déclaration qui a été signée par 300 membres du Parlement européen qui demandait à ce que les États membres de l'Union européenne se retirent de la charte de l'énergie. Il y a eu aussi une lettre ouverte qui a été signée par plus de 500 scientifiques, des personnalités engagées dans la lutte contre le changement climatique, des économistes. Enfin, j'ai noté par exemple des noms comme Thomas Piketty ou Valérie Masson-Delmotte ou Dominique Bourg. Et pourtant, on a l'impression que rien n'a vraiment bougé. Qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui en fait ? Quelles ont été les grandes étapes de cette mobilisation ? Pourquoi ça ne prend pas, selon vous ? Alors, ça ne prend pas du côté
ça prend pas pour les raisons énoncées que j'ai partagées tout à l'heure. C'est que ce traité-là traverse différentes disciplines et donc traverse scientifiques et donc différents axes politiques et donc les ONG rencontrent le même problème. Malheureusement, ce traité-là, ce sont les ONG qui travaillent sur les accords commerciaux internationaux qui s'occupent, ce sont principalement ces ONG-là qui s'occupent de ce traité, qui se sont penchées sur ce traité. C'est très bien qu'elles se penchent là-dessus, sauf qu'elles n'ont pas de compétences sur la partie climat, elles ne suivent pas l'agenda climat. Et ça, c'est problématique. Un exemple, au moment où on travaillait au niveau européen sur la loi climat européenne, j'avais proposé aux eurodéputés de faire inclure dans la loi climat européenne un article sur le retrait des pays de l'Union de traités qui protègent les énergies fossiles de ce traité-là. Les ONG qui travaillaient dessus ne m'ont pas suivi. Donc, et à la dernière minute, bon, il y a eu une ONG qui a suivi, mais une ONG où il y a une seule personne et avec des stagiaires. Donc, c'est pas beaucoup de monde, quoi. Les grandes ONG n'ont pas suivi ça. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a une difficulté à mobiliser. Quand vous parlez de la lettre des scientifiques, la lettre des scientifiques et des leaders du climat, à l'origine, c'était une lettre que j'avais lancée avec ma collègue Julia Steinberger pour, au niveau des scientifiques du GIEC et scientifiques du climat. C'est pour ça qu'elle est signée par de nombreux scientifiques du GIEC. Et pareil, c'est pas une idée, ce n'est qu'après que les ONG ont repris cette lettre-là. Mais en même temps, j'avais travaillé avec les investisseurs institutionnels qui ont aussi signé une lettre demandant aux pays de l'Union européenne de sortir de ce traité. Les ONG n'ont pas été absentes aussi. On a eu une lettre des jeunes Generation Climate Europe. Pareil, les ONG... qui représentent plus de 30 millions de jeunes quand même. Ouais. Et donc, vous voyez... C'est une lettre au chef d'État et gouvernement. Voilà. Et pareil, le premier texte des eurodéputés, on a eu des députés français qui ont signé ce texte-là. D'ailleurs, il n'y a eu que les députés français au départ qui étaient dedans, et puis après, on a réussi à avoir des députés allemands. C'est pareil, les ONG n'ont pas suivi au départ. Ce n'est qu'après, parce qu'on n'a pas des ONG climat. Donc, on n'a pas, au moment de la négociation de la loi climat, je me souviens, j'avais eu un entretien avec la personne du côté des ONG climat qui travaillait sur la loi climat. Je lui explique le traité et je lui dis c'est très important. Et je me souviens très bien, elle m'a dit j'ai d'autres priorités pour la loi climat. Et c'est comme ça que l'article a pu être voté au niveau du Parlement européen. Mais une fois qu'ils sont allés négocier avec le Conseil, ils avaient d'autres priorités. Comme il n'y avait personne pour leur faire la piqûre de rappel, et ça a été, ça n'a pas été voté en fait. Donc ça c'est un gros problème parce que il n'y a pas, même les grandes fondations qui travaillent sur le climat, il n'y a personne qui a inscrit le traité dans son agenda pour travailler dessus. Et il n'y a personne de senior qui travaille dessus. Et donc, sans ressources humaines, vous ne pouvez pas avancer sur le sujet. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un pour faire la piqûre de rappel, ça ne va pas se faire. En France, ce qui a été un petit peu exceptionnel, au moment du premier cycle des négociations de la modernisation du traité, j'avais écrit, je pense que j'avais publié dans le journal Le Monde, et puis il y avait des journalistes qui m'ont contacté. Donc, il y a eu une pression, mais c'est juste à Paris. Ça n'a existé dans aucune autre capitale, qui a conduit, justement, c'est grâce à ça que nous avons, après chaque cycle de négociation, nous avons une communication publique d'une page ou 2 pages qui donne à peu près les conclusions, mais très vagues, du cycle de négociation. Mais c'est le seul pays où ça s'est produit. Ensuite, la France est aussi le premier pays à avoir envoyé un courrier à la Commission européenne qui est co-signé par 4 ministres, dont Bruno Le Maire, qui est toujours ministre, et le ministre des Affaires européennes. Les 2 autres ne sont plus là. Demandant à l'Union européenne d'étudier l'option du retrait collectif des pays de l'Union. Alors, peut-être pourquoi un retrait collectif? Pourquoi est-ce que je parle d'un retrait collectif? Parce qu'une fois que vous vous retirez du traité, cela déclenche ce qu'on appelle la clause de survie. C'est ce qui s'est passé dans le cas de l'Italie. Et la clause de survie fait que tous les investissements que vous avez faits avant votre retrait sont des investissements qui sont protégés pour encore 20 ans. Et nous, c'est pendant ces 20 ans-là qu'on a besoin de décarboner. C'est maintenant qu'il faut qu'on décarbone. C'est exactement ça qui s'est passé en Italie, par exemple. La France a été le premier pays à envoyer ce courrier-là, mais après, il n'y a pas eu de suite. Et on ne sait pas, il y a des rumeurs qui disent que la Commission européenne aurait répondu à la France, mais moi, j'interpelle encore une fois le gouvernement français, dont Bruno Le Maire, qui était le premier signataire de ce courrier-là, qu'il rende cette réponse publique. Où est-ce qu'on en est? Surtout qu'aujourd'hui, nous avons la présidence du Conseil de l'Union européenne, donc nous avons une opportunité unique pour peser
dans des négociations qui ont échoué, qui n'aboutissent à rien du tout, parce qu'on ne peut pas moderniser ce traité-là, on ne peut pas l'aligner avec l'accord de Paris. C'est impossible. Aujourd'hui, c'est un fait. À l'époque, en 2018, quand je le disais, on m'avait dit que c'était de la spéculation, mais aujourd'hui, c'est un fait. On ne peut pas le moderniser. Donc, du coup, je ne comprends pas pourquoi est-ce que la présidence française ne l'a pas inscrit dans ses priorités, sachant qu'on avait déjà envoyé ce courrier-là. Mais en même temps, je me dis, le fait que ça ne soit pas inscrit dans les priorités de la présidence française montre aussi, et ce n'était pas inscrit dans les priorités de la présidence allemande non plus, montre aussi, si vous voulez, le manque de mobilisation, l'incapacité des ONG à mobiliser sur ce dossier-là. Et surtout, ça pose question, puisque justement, vous avez obtenu que dans le dernier rapport du GIEC, le TCE soit identifié comme un obstacle au dérèglement climatique. Et puis, ça pose aussi une question démocratique, puisque si on a des États qui sont empêchés de mener des politiques climatiques ambitieuses par des investisseurs dans les énergies fossiles, et que c'est finalement potentiellement les contribuables européens qui vont payer toutes ces amendes qui sont payées par les États, ça paraît quand même complètement hallucinant, en fait. Alors, chose hallucinante, comme je vous le disais, dans mon milieu d'expertise et énergie-climat, personne n'avait jamais entendu parler de ce traité-là. Et donc, quand j'en ai parlé à mes collègues du GIEC, je me dis, mais d'où ça sort, ce truc? Mais finalement, on est arrivé à un consensus, et parce qu'il commence à y avoir de la littérature là-dessus, et même de la littérature scientifique. Et le rapport du GIEC mentionne explicitement le traité de la Charte de l'énergie comme étant un traité qui pourrait empêcher, parce que dans le rapport du GIEC, on est très prudent, donc on n'a pas suffisamment de preuves scientifiques, qui pourrait empêcher la mise en place de lois climatiques ambitieuses. Donc c'est mentionné là-dedans, mais c'est complètement passé à la trappe. Personne n'a communiqué là-dessus. J'ai vu quelques tweets, mais c'est tout. Et encore une fois, les ONG ne se sont pas saisies de ça. Et pourtant, c'est un outil quand même important. Alors, en ce qui concerne les coûts de ce traité pour les citoyens signataires, des pays signataires, donc il y a deux choses. Il y a le coût de l'arbitrage privé, mais il y a aussi ce qu'on appelle les actifs échoués. Parce que tous les investissements dans les énergies fossiles sont en fait des actifs échoués, parce que il va falloir les arrêter, et les arrêter plus tôt. Et j'avais estimé ça en 2020 à plus de 2000 milliards d'euros d'investissements échoués qui sont protégés. Alors, le fait qu'ils soient protégés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les investisseurs, ils vont pas rester là à nous regarder, à nous sourire, à nous applaudir quand on fasse échouer leurs investissements. Ils vont nous attaquer. Et donc, ces attaques-là, c'est 1300 milliards d'euros jusqu'à entre maintenant et 2050. Et ça, ça pourrait représenter, s'ils attaquent, voilà. Mais très important, ça, c'est la fourchette basse. Vraiment, la fourchette basse. Quand j'avais fait ce calcul, je savais que je n'avais pas toutes les données. Je n'avais pas toutes les données pour pouvoir collecter les données de tous les investissements qui ont été faits dans les pays signataires du traité. Ces données-là n'existent pas, en fait. La compilation n'existait pas, elle n'existe toujours pas. Mais donc ça, c'est vraiment la fourchette basse. Donc en gros, si vous voulez, il y a plus de 3000 milliards. Ça se joue autour de 3000 milliards. C'est un chiffre énorme. Donc, ça veut dire aujourd'hui que s'il y a des investisseurs étrangers qui attaquent la plupart des pays de l'Union européenne qui mènent des politiques climatiques ambitieuses, ces pays peuvent être amenés à payer de façon cumulée 3000 milliards d'euros à ces investisseurs? Non, c'est pas 3 000 milliards pour les Européens seulement. 3 000 milliards, c'est lorsque vous comptez les investissements échoués et les coûts de l'arbitrage. Et c'est tous les pays signataires du traité. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde les pays signataires du traité, il n'y a que l'Union européenne, que les pays de l'Union européenne qui ont un objectif de neutralité climatique d'ici à 2050. Et sur les 1300 milliards de coûts d'arbitrage, 42%, donc à peu près la moitié, ça se produirait en Europe. Et ça se produirait assez rapidement, parce que nous, on a déjà un objectif de neutralité climatique adopté au niveau de l'Union européenne. Et c'est nous qui serions attaqués en premier, et on sera attaqués par des investisseurs qui, à l'origine, sont européens, mais qui vont aller se délocaliser un petit peu partout dans les autres pays. Alors, et c'est là qu'on arrive à la modernisation du traité. Donc, ceux qui travaillent sur la modernisation, le texte de la modernisation du texte... Donc, il y a une modernisation de ce traité qui a été enclenchée à partir de 2019, à peu près, et vous avez suivi de près. Vous avez notamment sorti une tribune sur Mediapart en février 2021 pour faire un peu le point sur cette modernisation. J'ai eu l'opportunité de rejoindre le secrétariat de la Charte de l'énergie en 2018, et on m'avait demandé de travailler sur la question à laquelle je devais répondre, c'est est-ce qu'on peut voir comment est-ce qu'on peut aligner ce traité-là avec l'accord de Paris. La réponse est qu'on ne peut pas l'aligner avec l'accord de Paris pour une raison très simple. Pour l'aligner avec l'accord de Paris, il faudrait mettre fin à la protection des investissements
existants dans les énergies fossiles et des investissements futurs dans les énergies fossiles. Et faire ça est impossible dans le cadre du traité parce que parmi les parties prenantes du traité, vous avez des parties prenantes des pays qui sont exportateurs, qui vivent des énergies fossiles. Et donc, c'est impossible d'aller dire à un pays qui vit des énergies fossiles, on arrête de protéger les énergies fossiles, les investissements chez toi, sachant que ce sont des pays qui essayent d'attirer les investisseurs étrangers. Donc, ça, c'est pas possible. Et justement, quand il y a eu le processus de modernisation du texte a démarré en 2020, quand il a démarré en 2020, la Commission européenne qui négocie au nom des États membres depuis le traité de Lisbonne, c'est elle qui négocie à l'international pour nous, a fait une proposition dans laquelle elle dit on va arrêter de protéger, on ne protégera plus les nouveaux investissements dans les énergies fossiles, mais ceux qui sont déjà faits, ils resteront protégés jusqu'en 2030 et les investissements dans les centrales à gaz, production d'électricité à partir du gaz, jusqu'en 2040. Donc, ça va plus loin que la taxonomie, en fait. C'est une erreur. Et bien sûr, le traité protège les investissements dans le nucléaire. On n'en parle pas du tout, mais ça protège également les investissements. Comme je vous ai dit, l'Allemagne a été attaquée pour l'arrêt de centrales nucléaires. Oui, elle a dû payer, même juste pour ça, 2,4 milliards d'euros. Voilà. Et donc, du coup, la proposition de l'Union européenne, de nos pays, en fait, à laquelle nous avons certainement dit oui, est une proposition qui n'est pas alignée avec l'accord de Paris. Parce qu'on ne dit pas qu'il faut arrêter la protection. Il faudrait que les États décident de ne plus protéger les investissements existants aujourd'hui, parce que c'est maintenant qu'on doit arrêter les centrales. C'est ce que dit le rapport du GIEC, c'est ce que dit le rapport de l'AIE. Bien sûr, en 2018, tous ces rapports-là ne disaient pas ça, mais aujourd'hui, ils le disent tous. Et donc, du coup, si vous n'arrêtez pas la protection des investissements qui sont déjà faits... Dans les énergies fossiles. Voilà, vous ne pouvez pas décarboner votre économie. C'est impossible. Ou alors, vous allez décarboner à des coûts exorbitants parce que vous allez devoir payer des sommes astronomiques à ces investisseurs-là. Et du coup, aujourd'hui, dans le cadre des négociations, il y a eu 13 cycles de négociations et ils ont prévu leur objectif étant d'avoir un traité sur lequel ils s'accordent d'ici le 24 juin. Ils ont une réunion importante le 24 juin. Alors, entre-temps, donc, la proposition de l'Union européenne a été rejetée par tous les autres pays, y compris un pays comme la Suisse ou la Grande-Bretagne. Donc, tout le monde a rejeté la proposition de l'Union européenne. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le secrétariat du traité, qui n'est pas partie prenante, c'est juste un secrétariat. Et ils ont fait une proposition pour dire ce qu'on appelle le mécanisme de flexibilité. Donc, ça sera une protection à la carte. Et dans la protection à la carte, donc du coup, nous, Européens, on va continuer dans la protection à la carte, on va prendre la proposition de l'Union européenne, donc on va continuer à protéger les investissements déjà faits dans les énergies fossiles jusqu'en 2030 et dans les investissements dans les centrales à gaz jusqu'en 2040. C'est ça qui va être, s'il y a accord le 24 juin, c'est sur ça qu'on va signer. Vous vous rendez compte ? Mais le gouvernement, je ne pense pas qu'il réalise ça. Et ça va se faire en moment où on a la présidence du Conseil de l'Union. Mais c'est juste incroyable, avec un président qui nous dit que sa priorité, c'est le climat et qu'il s'amène le jour de la victoire avec des jeunes. Mais c'est ça qu'il offre aux jeunes. Il les enferme dans du carbone. Tous nos impôts vont servir à payer, une bonne partie de nos impôts va servir à payer pour protéger les investissements étrangers dans les énergies fossiles. Il s'est passé quelque chose d'autre entre-temps. La Cour de justice européenne a finalement dit, elle a été saisie à plusieurs reprises. Elle n'a pas été saisie officiellement, mais il y avait, on demandait une opinion, mais sans introduire vraiment une demande officielle, par exemple l'Espagne, par les pays européens qui ont été attaqués par des investisseurs basés dans l'Union, parce qu'en fait, ce traité-là est en totale contradiction avec le traité du fonctionnement de l'Union européenne, le traité de Lisbonne, parce que normalement, on est dans le marché commun. Dans le cadre de l'énergie. Oui, donc il ne peut pas y avoir d'ingérence. Voilà. Et donc, du coup, finalement, cette année, la Cour de justice européenne a dit que les disputes intra-européennes contredisent le traité de l'Union européenne, qui devrait être, c'est ce qui nous gouverne. Et donc, normalement, il ne devrait plus y avoir de disputes intra-européennes. Seulement, dans cette opinion-là publiée par la Cour de justice, elle ne dit pas ce qui se passe, si sa décision s'applique au cas existant déjà, au cas d'arbitrage existant.
Mais sans aucune surprise, les arbitres, en fait, ce sont des avocats spéculatifs qui travaillent avec des investisseurs spéculatifs, ils ont publié une tribune, justement, disant que oui, la Cour de justice a publié ça, mais vous êtes signataire du traité. Et justement, ils parlent à la France et ils disent à la France, ils disent aux investisseurs, vous devriez saisir, parce qu'on vient de faire des changements dans les incitations pour les investissements dans les renouvelables, on est sur la liste des arbitres pour nous faire attaquer par des investisseurs pour les changements que l'on a fait dans les incitations dans le renouvelable. Donc, en fait, on va être attaqué. Et ils vont trouver le moyen de nous attaquer. Parce que ces arbitres-là, ce sont des avocats très brillants, mais qui se mettent du mauvais côté du chapitre de l'histoire, quoi. Et du coup, leur objectif, parce que les avocats sont payés un pourcentage de ce que gagne l'investisseur. Donc, si vous vous battez pour 4 milliards et que vous gagnez, par exemple, 10% des 4 milliards, vous allez plus vous battre pour 4 milliards que pour 1 milliard. Mais alors, justement, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que donc, les perspectives que la modernisation de ce traité sur la charte de l'énergie pour le mettre en accord avec l'accord de Paris sont presque inexistantes. Donc, qu'est-ce que peut faire la France en tant que, justement, présidente du Conseil européen pour... Alors, ce n'est pas que l'alignement de ce traité avec l'accord de Paris, ce n'est pas que c'est quasi inexistant, c'est impossible. D'accord. Ça, c'est la première chose. Il faut être clair, c'est impossible. Mais donc, en fait, ça ne sert à rien de le moderniser. Voilà, ça ne sert à rien. Ça, c'est une perte de temps. Ouais. Donc, si on m'avait écouté en 2018, quand j'ai lancé l'alerte, on serait déjà sorti. On aurait regardé plus en détail la sortie collective pour annuler entre nous la clause des 20 ans. Pourquoi je parle de sortie collective ? Parce que plus de 65% des investissements dits étrangers dans les pays de l'Union européenne sont des investissements européens. Donc, du coup, on annule cette clause-là entre nous parce qu'on est régi par le traité de l'Union européenne. C'est pas très compliqué d'expliquer ça, même un politique. Donc, ils doivent savoir ça, les politiques. Donc, la seule information supplémentaire que j'ai apportée, mais que les gouvernements auraient dû trouver par eux-mêmes, c'était de dire que plus de 65% de ces investissements-là sont intra-européens. Donc, on peut travailler entre nous. Donc, du coup, là, ce que vous demandez finalement, en fait, à la France et au président français, c'est de travailler à un accord de sortie collective de ce traité. C'est exactement ce qu'il y a dans le courrier envoyé par Bruno Le Maire et les autres ministres, mais ils n'ont rien fait. Il y avait Barbara Pompili, Franck Riester. Voilà. Mais après, ils n'ont rien fait. Ils ont envoyé ce courrier-là, c'était très bien, parce qu'il y avait une forte pression en France, mais ensuite, ils n'ont rien fait. Ou alors, ils ont fait des choses que l'on ne connaît pas. Il faut mettre en œuvre ce qui est demandé dans ce courrier-là. C'est un courrier envoyé par le gouvernement français, en fait. C'est la signature de la France qu'il y a dedans. Donc là, on a signé quelque chose, et puis après, on s'est caché, il n'y a rien du tout, on n'a rien fait. Et là, et en plus, cela, en fait, ce qui est vraiment inacceptable en tant que citoyenne française, c'est d'avoir lancé l'alerte dès 2018, d'avoir informé le gouvernement français à plusieurs reprises par différents canaux, d'avoir finalement eu cette lettre-là, obtenu que cette lettre-là soit envoyée et rendue publique, et que pendant la présidence française, on va signer pour un traité écocide, en fait, la continuation d'un traité écocide. La protection pour encore 20 ans des investissements étrangers dans les énergies fossiles. Ça, c'est juste inacceptable et c'est quelque chose, je suis désolée, que je ne peux pas expliquer aux jeunes. C'est juste pas possible d'expliquer. Et donc, le gouvernement doit se saisir du dossier et doit mettre en œuvre ce qu'il y a dans le courrier de la France, signé par Bruno Le Maire. Et ce n'est pas possible de juste faire l'aveugle ou le sourd. Je ne sais pas ce que Bruno Le Maire est fait dans ce cas de figure-là, mais en tout cas, il faut qu'il mette en œuvre ce qu'il y a dans sa lettre, parce qu'on a en plus la présidence de l'Union. Alors, justement, qu'est-ce que, à votre avis, quelqu'un qui nous écoute là et découvre justement ce traité écocidaire peut faire à son échelle pour faire avancer les choses? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en tant que citoyen ou finalement tout ne relève que de pression vers les gouvernements? Alors, en tant que citoyen, on a un outil démocratique, on va dire entre guillemets, je vais vous expliquer pourquoi je le mets entre guillemets, au niveau du Parlement européen, qui nous permet de saisir le Parlement européen et de lancer une pétition en tant que citoyen. Après, on peut avoir le soutien des ONG derrière. Là, c'est juste une pétition que vous lancez sur le site du Parlement européen. J'ai fait ça déjà en 2019. Donc, il y a un comité des pétitions qui valide votre pétition si elle rentre dans le cadre de l'Union, etc. Donc, ça a été validé. Après, pour signer cette pétition-là, c'est le parcours du combattant. Il faut vraiment le vouloir. Mais il y a quand même plus de 500
500 signatures. Donc, c'est pas une pétition pour faire du chiffre, pour faire 1 million de signataires, ça ne sert strictement à rien. Mais c'est une pétition qui donne... un sujet sur la table. Mettre un sujet sur la table. Et donc, parmi ce qui est écrit en théorie au sujet de cette pétition-là, c'est que, justement, en fait, on peut demander en tant que citoyen à rencontrer la Commission européenne qui négocie en notre nom au Parlement européen pour, justement, discuter du cas. Donc, j'ai fait la demande à plusieurs reprises. J'ai encore refait la demande. Ça ne s'est jamais produit. Je n'ai pas eu l'occasion de cette rencontre-là pour, justement, démanteler les arguments donnés par les négociateurs, qui sont, en fait, des arguments, soit ils ne comprennent pas, soit ils se mentent à eux-mêmes, soit, je ne sais pas, en fait. C'est très difficile de comprendre comment est-ce qu'on peut être un citoyen européen qui travaille sur la loi climat à la sortie des énergies fossiles et se retrouver à négocier la continuation de la protection des énergies fossiles. Enfin, il faudrait avoir un cerveau qui ne fonctionne pas, quoi. Et donc, en tant que citoyen, ce qu'on peut faire, je pense, c'est justement, bon, là, en France, on n'a pas d'élus, mais peut-être faire intégrer ça dans la campagne pour les législatives et demander à ce que nos élus mettent la pression. Il y a le Sénat, demander à ce que nos élus, à tous les niveaux, mettent la pression sur le gouvernement pour que le gouvernement français demande l'exécution de ce qu'il y a dans son courrier à la Commission européenne pendant qu'on a la présidence du Conseil de l'Union. Donc, on a un pouvoir en tant que citoyen parce que nous sommes dans une démocratie, c'est d'interpeller notre gouvernement, mais c'est surtout que notre gouvernement a le pouvoir d'agir et c'est vraiment la dernière chance. Après, c'est foutu. Après, en fait, ce qui va se produire, en théorie, la dernière chance, vous voulez dire avant le 24 juin? Avant le 24 juin. Avant le 24 juin, il devrait y avoir une réunion des ministres de l'énergie en juin. Je ne connais pas la date. J'avais demandé à ce que ça soit inscrit à l'ordre du jour. À chaque fois que je demande, ça m'a toujours été refusé. Ça n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour, alors qu'ils ont signé la lettre. C'est juste incroyable. Mais je vous ai dit, ça ne se passe pas uniquement au niveau du ministère de l'énergie. Enfin, le ministère de l'énergie suit derrière. C'est en vérité Bercy qui tire les ficelles là-dessus. Donc, ce serait plutôt la réunion du ministre des Finances, parce que d'ailleurs, la lettre est signée d'abord par Bruno Le Maire. Et donc, c'est à cette réunion-là où ils peuvent demander une réunion exceptionnelle, parce que nous avons la présidence du Conseil. Ouais. Donc, demander une réunion exceptionnelle de tous les ministères concernés pour décider de la sortie collective de l'Union. Qu'est-ce qui pourrait se passer, justement, si vous dites on a jusqu'au 24 juin et après, c'est mort? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer après le 24 juin si Alors après, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Après le courrier français, en fait, l'Espagne aussi a envoyé un courrier. Donc, ce sont les deux pays qui ont envoyé officiellement un courrier. Mais ensuite, dans les discussions énergie au niveau européen, il y a d'autres pays qui ont rejoint. La Grèce, la Pologne, même le Portugal, mais timidement, plusieurs autres pays. Et puis, dernièrement, même l'Allemagne aurait demandé, mais on n'a pas de courrier, je ne sais pas s'il y a eu un courrier, aurait demandé à la Commission européenne de regarder l'option de sortie collective pour mettre fin à ce traité-là. Donc en fait, la France n'est plus toute seule, mais la France n'a pas travaillé à constituer une coalition de sortie, en fait. Ce qui va se passer si jamais la France continue à dormir, si notre gouvernement continue à dormir et à se contredire. Donc, le 24 juin, il devrait y avoir... Alors, ils ont prévu une réunion de rattrapage, parce que comme ils n'ont abouti à rien du tout à la dernière réunion qui a eu lieu il y a 2 semaines, ils ont prévu une réunion de rattrapage pour la semaine du 8-9 juin. Donc, c'est en général des réunions de 3-4 jours. Mais c'est impossible qu'ils arrivent, parce qu'au départ, il y avait 25 articles à moderniser. Le 25e, ce sont les provisions qui sont obsolètes et à éliminer. Donc ça a été accordé. Ensuite, il y avait 24 articles donc à moderniser. Sur les 24, il n'y a aucun article qui est complètement abouti. Et ce qui est très intéressant dans les négociations internationales, c'est que même les éléments sur lesquels on se met plus ou moins d'accord, on met toujours une réserve. On est d'accord sur rien jusqu'à ce qu'on soit d'accord sur tout. Donc, comme il n'y a pas d'article abouti, si vous voulez, il n'y a pas d'accord. Donc, ils espèrent, les négociateurs, arriver à quelque chose avec le cycle de rattrapage qui aura lieu la semaine du 8 juin. Ça m'étonnerait fort. Ce qui va se passer, ensuite, ils vont arriver le 24 avec quelque chose... mais de toute façon, il n'y a pas l'élimination de la protection des investissements actuels, même s'il y a accord. On va supposer qu'ils vont se mettre d'accord le 24 juin. Donc, ensuite, ils devraient valider ça à la réunion de novembre entre eux. Les négociateurs. Et puis, normalement, ça devrait aller aux parlements nationaux et au Parlement européen. Donc, est-ce que vous imaginez un élu français qui va voter la continuation de la protection des énergies fossiles chez nous? Je pense que non. Et c'est là où on a un pouvoir en tant que citoyen. Sauf que le problème, c'est qu'entre-temps,
les investissements étrangers continuent, la protection continue. Et donc, on va se faire attaquer. Et les arbitres ont déjà publié un courrier, une tribune, disant aux investisseurs que vous pouvez et que vous devriez attaquer la France. Donc, on est maintenant top 1, on est premier dans la liste visée par les arbitres. Oui, donc très possiblement, en fait, la prochaine cible des investisseurs des énergies fossiles, ça va être la France pour sa politique climatique. Alors, j'ai entendu hier Bruno Le Maire, justement, très fier du fait que la France soit numéro 1 dans l'attraction des investisseurs étrangers. Bon, je ne sais pas dans quel domaine, mais bravo la France. Ben voilà à quoi ça va nous servir, parce qu'on est liés par ce type d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez ajouter avant de terminer cet entretien ? Moi, je réitère ma demande au gouvernement français et au président de la République d'agir, parce que nous avons une opportunité unique d'inscrire la France, parce que pendant la présidence allemande, le sujet n'était pas du tout débattu. La présidence française, pareil. Mais là, nous avons une opportunité unique parce qu'il y a cette date du 24 juin et nous avons la présidence du Conseil de l'Union. Donc, il faut agir maintenant et au lieu de juste parler, de faire des promesses, de pousser la question climatique et de mettre en œuvre l'accord de Paris, il n'y aura pas de mise en œuvre de l'accord de Paris tant qu'on est signataire de ce traité-là. Et travailler ensemble, mettre en œuvre ce qu'il y a dans le courrier qui a été co-signé par Bruno Le Maire. C'est ça que je redemande de ça, encore une fois, au gouvernement et au président de la République. Mais avant la réunion du 24, il faudrait avoir une réunion extraordinaire des ministres concernés de l'Union, qui travaillent sur ce traité-là, qui sont concernés par le traité de l'Union, pour justement acter l'échec de la modernisation du traité, l'échec d'un point de vue climat, parce qu'après, il y a d'autres trucs qu'ils regardent, ils ont peut-être avancé sur ces choses-là, moi je les regarde pas trop, parce que tant qu'on protège les investissements dans les énergies fossiles, moi tout le reste ne compte pas. Oui, on peut faire ce qu'on veut, de toute façon. Vous avez beau changer quelques mots, mais c'est du maquillage, quoi. Et donc, du coup, organiser la sortie des pays de l'Union pendant la présidence française. Si on ne fait pas ça, la France va s'inscrire dans le mauvais chapitre de l'histoire de la lutte contre les changements climatiques. Merci beaucoup, Yamina Saeb, d'être venue sur le plateau de Blast. Merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens pour aller plus loin et vous engager en description de cette vidéo. Pour que toutes les problématiques autour du TCE se fassent une place dans le débat public, prenez s'il vous plaît un moment pour partager cette vidéo autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous le rappelle, si Blast existe, c'est uniquement grâce aux dons et aux abonnements. Alors pour nous soutenir, rendez-vous sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.